Chers collègues, les dirigeants du monde ont eu des semaines bien chargées récemment puisque la plupart d'entre eux étaient à Rome pour le G20 et puis certains d'entre eux ont fait route vers Glasgow, je l'espère en covoiturage ou en train plutôt qu'en jet individuel, par respect pour la planète, puisqu'ils se rendaient à la COP26 qui a débuté avant-hier. Pour rappel, COP signifie Conference of Parties, la conférence des parties, et 26, puisqu'il s'agit du 26e sommet de ce type depuis la première rencontre en 1992, à savoir le sommet de la Terre à Rio. Évidemment, les yeux du monde entier sont rivés vers la cité écossaise, tant les enjeux de ce sommet sont grands, puisque l'une des raisons, c'est que la COP s'ouvre peu de temps après une année tristement célèbre, 2019, qui a enregistré des émissions historiques. Et puis, le 9 août 2021, c'est le GIEC qui a publié son rapport, un rapport éminemment alarmant sur les conséquences du changement climatique. Le rapport a bel et bien prouvé que le changement climatique était lié aux activités humaines et la combustion d'énergie fossile qui rejette des gaz à effet de serre. Et le GIEC fait la liste de tous les changements irréversibles, comme la fonte des glaces par exemple, et la hausse du niveau de la mer. Le rapport énumère aussi toutes les catastrophes naturelles qui pourraient nous frapper à l'avenir, mais qui commencent déjà à faire des leurs. On a vu tous ces incendies cet été en Turquie ou en Grèce. Il y a eu énormément d'inondations et tous les ans, c'est la même chose. Donc le changement climatique est bel et bien là, dans les faits, ce ne sont pas seulement des prévisions pour l'avenir. Donc d'après ce rapport du mois d'août, les effets pourraient être mitigés, mais plus inversés. Par exemple, la hausse des températures peut être limitée, mais il y aura toujours une hausse. L'objectif pour eux, ce serait une réduction de 7% des émissions entre 2020 et 2030, si l'on veut arriver à la neutralité carbone en 2050, et espérer limiter la hausse des températures à 1,5. C'est un objectif qui n'est pas rempli, je ne vous apprends rien. Et il y a également le PNUE, le Programme des Nations Unies sur l'environnement, qui publie régulièrement des rapports. Et ce programme va mesurer l'écart entre les engagements volontaires pris par les pays et puis ce qu'il faudrait réellement pour respecter les termes de l'accord de Paris. Et pour la première fois depuis 2015, cet écart s'est réduit, mais il reste encore considérable. Donc, nous ne sommes pas vraiment sur la bonne trajectoire. Et quant aux températures, l'augmentation actuelle, c'est 2,7 degrés Celsius. Encore une fois, les objectifs, ce sont 2 voire 1,5, donc nous en sommes loin. Et on comprend mieux la pression qui repose sur les épaules des dirigeants pendant cette COP. Mais pendant ces 2 semaines alors, au vu de tout ça, qu'est-ce qu'ils vont bien se dire précisément? Eh bien, cette COP, c'est l'occasion de faire le point sur les 5 dernières années qui se sont écoulées depuis l'accord de Paris de 2015, puisque l'accord prévoyait un bilan à effectuer tous les 5 ans. Bon, évidemment, 2015 plus 5, le bilan aurait dû être effectué en 2020, mais à cause d'une pandémie dont on ne doit pas prononcer le nom, comme celui du mage noir de Harry Potter, ça n'a pas pu être réalisé, donc ça tombe en 2021. Et les pays vont également prendre de nouveaux engagements supplémentaires par rapport à ceux de 2015. Et donc ce bilan, c'est l'occasion de voir si véritablement l'accord de Paris fonctionne, s'il porte ses fruits et si les pays agissent véritablement, ou si ce ne sont que des paroles en l'air. Donc avant même la COP, certains pays avaient déjà annoncé leurs projets. Par exemple, le Japon avait annoncé vouloir réduire ses émissions d'ici 2030. Et puis, un autre pays, voisin du Japon d'ailleurs, dont on attendait, puisque voilà, il a été annoncé depuis, dont on attend le projet, c'est la Chine, puisque la Chine est le premier émetteur mondial de carbone, puisque la Chine émet 28% des émissions mondiales.
Et ce projet était assez décevant d'ailleurs, puisque la Chine prévoit d'atteindre son pic d'émissions en 2030 et ensuite de diminuer, alors que beaucoup auraient aimé que le pic soit atteint plus tôt, puisqu'ils estiment que 2030, c'est trop tard. Donc c'est l'un des freins au progrès, c'est que les pays ne vont pas assez vite, certains pays ne vont pas assez vite, et puis certaines nations qui polluent énormément n'ont pas forcément annoncé de projets comme l'Arabie Saoudite ou la Corée du Sud, dont on aimerait savoir ce qu'elles préparent, ou encore des pays comme la Russie, le Mexique ou le Brésil, qui vont même augmenter leurs émissions. Bon, certes, ce sont des pays en développement, certains d'entre eux, et donc qui restent très dépendants des énergies fossiles et donc qui rechignent à se mettre au vert. Ce qui est bizarre d'ailleurs, puisque comme l'a rappelé Boris Johnson à l'ONU en citant Kermit la grenouille, ce n'est pas difficile d'être vert. Donc il pourrait y arriver. Excusez-moi. Blague à part, ce qui est également dommage, c'est que la pandémie, ou plutôt la reprise après la pandémie, aurait été l'occasion de changer d'approche et d'avoir une relance plus verte. Mais en fait, c'est un pari qui a été raté, plutôt, puisqu'il n'y a pas vraiment de changement par rapport à avant. Et puis, une autre clause que prévoyait l'accord de Paris, c'était une enveloppe des pays les plus riches qu'ils devaient débloquer d'ici 2020 et ensuite continuer jusqu'à 2025. Et l'enveloppe devait contenir 100 milliards de dollars par an pour aider les pays du Sud à lutter contre le changement climatique. En fait, c'est une promesse de 2009, mais qui a été reprise pendant l'accord de Paris, dans l'accord. Donc à ce jour, il y a 80 milliards de dollars qui ont été débloqués, mais il manque encore 20 milliards que les pays du Sud aimeraient obtenir, et je pense qu'ils vont venir les réclamer à la COP. D'après des estimations, ces 100 milliards pourraient être débloqués d'ici 2023. Encore une fois, c'est un petit peu plus tard, surtout pour les pays du Sud qui en auraient fortement besoin et qui vont venir les réclamer, je suppose. Cet argent va servir à l'adaptation au changement climatique et pas seulement à l'atténuation. Et puis, les pays du Sud veulent des dons, veulent que cet argent soit un don et pas un prêt. On peut comprendre. Donc, il se pourrait qu'il y ait des tensions entre les États du Nord et du Sud, et qui sont souvent les États pollueurs contre les États qui subissent les conséquences de cette pollution sans en être véritablement responsables. Donc, je pense que vous avez tous vu la liste des invités, la liste des personnes présentes. Qui sera là à cette COP26? Ce qui est une question importante. Il y aura environ 120 dirigeants pendant le sommet des leaders, les 1er et 2 novembre, donc je pense que c'était hier et aujourd'hui, qui vont se succéder à la tribune et faire des annonces. Donc il y aura des représentants de l'Union européenne, il y avait Ursula von der Leyen, Charles Michel, d'autres dirigeants européens comme Emmanuel Macron, je suppose qu'il y avait Angela Merkel également. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également fait le déplacement, ainsi que les présidents indiens et australiens, enfin, président indien et premier ministre australien. Un invité très attendu, c'était Joe Biden, puisque son administration signe le retour des États-Unis dans l'accord, et c'est une des premières choses qu'il a faites d'ailleurs à son investiture. Et Biden s'est publiquement excusé des actions, ou plutôt de l'inaction, de l'administration Trump, et donc du retard pris par les États-Unis en matière de lutte contre le changement climatique. Il faut également noter la présence d'un habitué de ce type de sommet, le prince Charles, qui est un fervent défenseur de l'environnement, qui a fait un discours plutôt remarqué, ainsi que l'environnementaliste Sir David Attenborough, qui lui aussi était très attendu. Il y a eu également l'intervention de la jeune militante Greta Thunberg, qui s'est exprimée et qui a d'ailleurs lancé une lettre ouverte qui dénonçait la trahison des dirigeants pour leur inaction. Et cette lettre a déjà recueilli 1 million de signatures, donc à bien se tenir. Mais d'autres personnalités qu'on aurait aimé voir à la COP26 ont brillé par leur absence, comme par exemple le président turc,
qui a dû annuler sa venue à la dernière minute pour des raisons de sécurité. Voilà. Mmh, craignait que la sécurité soit insuffisante. Et également, les responsables russes, brésiliens et mexicains ont manqué à l'appel, même si, j'ai lu aujourd'hui que le président brésilien s'était engagé pour, lutter contre la déforestation. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Alors certes, ils ne sont pas venus, ils ont évité un trajet en avion qui n'est pas terrible pour l'empreinte écologique, mais ce sont des pays qui polluent énormément, donc le monde attend de savoir quels sont leurs engagements. Le président chinois, j'en parlais plus tôt, n'a pas fait le déplacement, mais il a bel et bien prévu de se connecter à distance, il me semble, ou de transmettre un communiqué. Donc, lui va pouvoir annoncer des mesures. Alors qu'attendre de cette COP? Est-ce que l'on peut attendre plus d'engagement? Est-ce que l'on peut contraindre les États à respecter les engagements qu'ils avaient pris en 2015? Eh bien, pendant cette COP26, il reste des règles de l'accord de Paris à approuver. La plupart avaient été adoptées en 2018, mais il était prévu que cette COP26 permette d'adopter encore toute une batterie de règles, notamment des règles en matière de transparence, ce qui est plutôt bienvenu. Mais en fait, l'accord ne prévoit pas vraiment de contraintes pour forcer les États à tenir leurs objectifs. Ce qui les contraint finalement, c'est la pression des autres, de leurs voisins, des autres puissances mondiales, de voir ce que font les autres et d'avoir ces sommets réguliers, ces bilans, de savoir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Et c'est comme ça que certains États changent leurs ambitions. Par exemple, le Japon a revu ses ambitions à la hausse puisqu'il a bien vu la pression internationale et de sa population. Mais ça ne sera pas évidemment un accord facile, vous vous en doutez. D'ailleurs, le président de la COP, Alok Sharma, je pense que j'écorche son prénom, je m'excuse, a affirmé que ce serait encore plus difficile d'organiser, de tenir cette COP26 que d'arracher l'accord de Paris. Il a fait une comparaison plutôt qui devrait nous parler à tous, je pense. Il disait que c'était comme si on était arrivé à la fin d'un examen, qu'il ne restait plus que les questions difficiles et que l'on manquait de temps puisque l'examen se terminait dans une demi-heure. Effectivement, bonne chance. Donc les 2 semaines qui s'ouvrent nous diront si la COP26 a bel et bien donné naissance à de véritables engagements, ou si, comme le dénonçait Greta Thunberg, et qui a été reprise à la COP par Boris Johnson, encore lui, ce n'est que du blabla. Merci.